Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me rend profondément inconfortable. Parce que je travaille dans l'industrie textile, parce que je comprends les impacts environnementaux, parce que je connais les chiffres, l'eau, l'enfouissement, les surplus, les cycles accélérés. Pourtant, ma garde-robe est pleine de morceaux que j'aime, que je porte peu, que j'ai achetés à des moments très précis de ma vie. Et pendant longtemps, j'ai blâmé l'extérieur, les tendances, le marketing, la pression de performance, l'industrie, le système. Et il n'y a pas tellement longtemps, je me suis posé cette question. Et si ma surconsommation n'était pas un problème d'industrie, mais un symptôme intérieur? Et si je veux être en paix avec ma consommation, je dois arrêter d'attaquer uniquement l'effet, je dois avoir le courage de regarder la cause. Mais avant de t'engager dans l'écoute de ce podcast, j'aimerais te proposer de prendre une trentaine de secondes de silence pour devenir observateur, observatrice de ton propre état d'esprit. Ceci t'aidera naturellement à mieux te préparer aux différents sujets du podcast que tu t'apprêtes à écouter. Bonne écoute. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite rétrospective sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les podcasts précédents au niveau de la surconsommation textile. On a vu qu'il y a eu des études qui ont été mesurées, qui ont été contrôlées, sérieuses, afin de mesurer qu'est-ce qu'on peut considérer comme une surconsommation de textile ou de vêtements. Qu'est-ce qui se retrouve dans notre placard? On s'était même donné un objectif, une action en particulier, d'aller compter notre nombre de vêtements. Et probablement la majorité d'entre nous, on a dépassé la norme qui a été mesurée lors de cette étude, de dire par exemple qu'un pays qui vit dans deux saisons une personne aurait normalement besoin d'à peu près 75 morceaux et qu'une personne vivant dans un pays de 4 saisons aurait besoin de 85 morceaux. Donc, très honnêtement, on a tous fait, j'espère, cette étude qui a pris 5 minutes, 10 minutes, et on s'est aperçu qu'on était probablement en surconsommation. Et cette norme de 75-85 morceaux, en fait, a été établie en fonction de l'accord de Paris au niveau des gaz à effet de serre, au niveau de l'augmentation de température de l'environnement. Et l'accord de Paris a décidé de limiter ça à 1,5 degré. Et c'est à partir de cette affirmation que l'étude a été exécutée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit que pour ne pas être en surconsommation, on ne doit pas dépasser ces normes de 75 et 80 morceaux. Justement pour empêcher qu'on produise des gaz à effet de serre supplémentaires et qui vont aller, par exemple, au-delà du 1,5 degré Celsius qui a été légiféré à ce moment-là. On sait que dans les pays du G20, à partir de l'Australie, aller jusqu'à la Chine, en fait, on a le Canada, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne. On sait qu'actuellement, la production, la consommation et la disposition des textiles, on parle environ d'une moyenne de 214 kg de CO2 annuellement par habitant qui est créé. Et pour rencontrer le 1,5 degré, on doit baisser ça à 130 à peu près. OK? Donc, on parle d'une diminution, et ça, c'est d'ici 2030. Donc, on parle d'une diminution à peu près de 43 %. On voit ici que c'est une diminution qui est drastique. Et tout ça peut nous causer un certain stress, une certaine anxiété, on le sait. Mais on sait aussi que si on veut traiter un effet, qui est un stress, le stress, l'anxiété est un effet de quelque chose. Donc, on doit attaquer la cause. On doit aller voir qu'est-ce qui crée ce stress, qu'est-ce qui crée cette cause. La cause du stress, donc, qu'est-ce qui crée ces sensations désagréables intérieurement? Bien, il y a des raisons pour ça et c'est ce qu'on souhaite attaquer dans ce podcast. On veut aller voir quelles sont les causes qui font que lorsqu'on observe notre surconsommation de vêtements,
crée chez nous un stress, une anxiété. Et c'est tout à fait ce qu'on va attaquer. Et ces causes, en fait, ont été largement documentées dans cette étude et je vais prendre quelques minutes définitivement pour vous donner qu'est-ce qui en est ressorti. Parce qu'en fait, je dois vous faire une confession personnelle. Hein? J'étais devant mon garde-robe, il n'y a pas tellement longtemps, devant mon placard, parce que j'avais reçu un nouveau morceau de vêtement par achat en ligne. En fait, c'est un vêtement qui est 100% laine recyclée. Mais en fait, c'est un mélange de laine 80% et de nylon à 20%. Et on pourra voir dans les podcasts prochains, il y a une raison majeure pourquoi on a mélangé la laine et le nylon. Parce que ce sont des fibres de même nature, en fait. Une est une protéine synthétique et l'autre est une protéine naturelle. Mais ceci n'est pas le sujet du débat. Mais par contre, c'était une chemise qui vient de Vancouver. Une petite compagnie qui se concentre sur la recyclabilité et sur la circularité des vêtements. Donc, ils ont tout simplement utilisé des laines qui sont recyclées et qui ont fabriqué des nouvelles chemises. Très belle chemise en passant. C'est une chemise avec un certain poids, il y a beaucoup de fils, un certain poids de tissu. Donc, très, très, très confortable. Mais j'étais devant mon garde-robe et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Oui et non. C'est quoi la vraie raison qui a fait que j'ai commandé cette chemise? En fait, je me suis aperçu que la vraie raison était vraiment une raison intérieure, était une intention. Parce que, comme je vous ai dit en introduction, je suis de l'industrie textile. Je suis au courant des chiffres, je suis au courant de tout ce qui est l'aspect circularité, l'aspect recyclage. Je compte même c'est quoi les bilans carbone, par exemple, de différents mélanges de fibres, de fils. Mais même en étant au courant de tout ça, en fait, mon intention d'acheter cette chemise, c'était surtout de me dire, je dois faire une action. Si ce vêtement est nécessaire, je dois faire une action concrète qui va faire en sorte qu'à l'intérieur de moi, je vais me sentir bien avec cet achat. Et j'étais un peu duel, en fait, j'avais une dualité, dire, OK, oui, j'ai vraiment acheté une chemise qui avait été recyclée, donc on l'a vu dans les différents facteurs qui encouragent finalement d'abaisser les gaz à effet de serre, c'est d'utiliser des produits recyclés. Mais c'est un produit neuf, mais qui est recyclé. Est-ce que j'en avais essentiellement vraiment besoin quand je sais très bien que mon placard actuellement compte au-delà de 100 morceaux? Et on sait que la limite de l'étude qui a été faite dans un pays à 4 saisons comme le Canada, ça devrait être à peu près 85 morceaux. Donc, je me suis dit, je ne vais pas dans le bon sens, là. J'ai acheté un morceau, j'ai remplacé un morceau. Même s'il était recyclé, même s'il allait dans le bon sens, j'ai un nouveau morceau. Donc, je voulais vous confesser un peu cette action, mais qui est dans le bon sens, parce que d'un côté, je me dis, oui, je fais la bonne chose, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'ai surconsommé? Si je regarde l'état de mon placard, oui, j'ai un morceau de plus que j'ai ajouté. Donc, je me suis dit, si la surconsommation, en fait, n'était pas un problème de vêtements, mais bien un symptôme. Donc, attaquer la cause. Pourquoi j'ai acheté ce nouveau morceau? En fait, je voulais peut-être me convaincre moi-même que je faisais la bonne chose. Hein, quand j'ai ouvert mon paquet, j'ai regardé, c'était très bien emballé, c'était dans des papiers recyclés et tout, c'était très bien fait, très beau paquet. Et là, je me suis dit, OK, on a tendance à blâmer l'industrie, on a tendance à blâmer l'industrie extérieure, hein, on a tendance à blâmer le fast fashion, le marketing agressif, les pressions des tendances, hein, la mode. L'influence des réseaux sociaux. Hein, on va le voir, les réseaux sociaux sont extrêmement influents sur la surconsommation. Puis un manque de réglementation aussi. Par exemple, la chemise que je me suis achetée, est-ce qu'il y a une réglementation qui me dit que finalement cette laine a vraiment été recyclée à 80% dans le mélange? Il n'y a rien qui me dit ça. C'est basé vraiment sur une intention de base de la compagnie de me dire, voici un produit recyclé et peut-être que ça fera ton affaire, mais il n'y a aucune réglementation. Mais si tout venait uniquement du système, alors si tout venait vraiment du système, alors pourquoi certaines ne surconsomment pas? Vous avez compté votre 75 morceaux ou votre 85 morceaux?
Donc, je serais très curieux d'avoir des commentaires de votre part, de m'écrire pour me donner vos impressions. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes à 75 et 85? Ça pourrait finalement me motiver moi-même, et ça pourrait motiver aussi l'ensemble des gens dans la communauté. Alors, on doit se dire ici, le principe central, c'est que pour chaque effet, il y a une cause. Et la surconsommation est un effet. Donc, la surconsommation possède des causes. Et c'est sur ce quoi on va s'attarder dans les prochaines minutes. En effet, suite à cette étude réalisée par Hot or Cool Institute de Berlin en 2022, en fait, tous nos chiffres sont pris de ce rapport, il a été sorti 4 grands piliers, en fait, où est-ce qu'on peut avoir une influence ou comprendre quelle influence est-ce que l'extérieur a sur notre consommation de vêtements. Ces 4 grands piliers, en fait, on va en parler d'un en particulier aujourd'hui, qui est le premier, en fait, qui réalise que les médias sont le moteur de la consommation de mode rapide, donc du fast fashion. Le deuxième pilier, en fait, ce sera quelque chose qu'on abordera dans un autre podcast un petit peu plus loin, c'est qu'un article, un matériau. Ce qui vient expliquer ici finalement que lorsqu'on a un textile, un vêtement et qu'il n'y a seulement qu'une fibre à l'intérieur, ça devient beaucoup plus facile à recycler. Le troisième, c'est le garde-robe qui rétrécit. On en a parlé dans le dernier podcast où est-ce qu'on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rapetisser notre garde-robe, rapetisser notre placard? Hein? Est-ce qu'on est en surconsommation ou non? Et tout ça. Et le quatrième, ce vieux chandail préféré. On va voir que ce vieux chandail préféré est finalement probablement une source de solution. Et on va l'aborder dans cette première partie du pilier du média moteur de la consommation et de la mode rapide. En fait, on réalise ici que de nombreuses entreprises médiatiques affichent leur soutien à la lutte contre les enjeux climatiques. Beaucoup n'en parlent, mais est-ce qu'ils font vraiment quelque chose? Mais leurs pratiques de diffusion et de reportage contredisent souvent ces bonnes intentions. On a peut-être des noms qui nous viennent à l'esprit de grandes chaînes qui s'affichent comme ayant de bonnes intentions, mais finalement, en bout de ligne, c'est tout simplement le côté pécunier qui l'emporte. L'économie des médias dépend des annonceurs, de la réputation et des clics. Les médias de la mode sont particulièrement liés aux marques. Ils offrent un accès aux défilés, aux médias de la mode sont particulièrement liés aux marques, comme je viens de dire. Ils offrent un accès aux défilés, aux représentants et aux influenceurs, les influenceurs. Mais surtout, ils font de la publicité dans la presse spécialisée. La réputation ici est en jeu. La réputation de ces annonceurs est en jeu. Parce qu'il faut être un prophète de la nouveauté dans le monde de la consommation de mode. On parle constamment de nouveauté. Il est très difficile pour ces rédacteurs de mode de répéter le message que la garde-robe la plus durable est celle que vous possédez déjà, sous différentes formes. Et on vient parler ici du pilier numéro 4, où ce qu'on disait que ce vieux chandail préféré avait certainement un impact sur notre consommation, notre surconsommation de textiles. On dit ici que la garde-robe la plus durable est celle que vous possédez déjà. C'est déjà réconfortant quelque part à l'entendre ça. Une analyse en fait sur 1000 publications a été menée en 2022 sur les voix et sur les influenceurs de la mode au Royaume-Uni. Et ça leur a révélé la domination d'un agenda pro-shopping et une faible part de contenu axé sur le climat. Donc, en 2022, on en parlait, mais pas trop. En fait, il y a 5 grands modèles de communication qui ont été identifiés. Le premier, c'est le rêve du tapis rouge. Le deuxième, c'est les influenceurs Instagram. Le troisième, c'est promotion de l'équipe éditoriale. Et je pourrais en parler un petit peu plus. Le quatrième, c'est le langage religieux, santé mentale et technologie. Ici, on commence à lier la fast fashion à la technologie, la santé mentale, le bien-être. Il y a des liens directs vers les produits, puis finalement la durabilité comme tendance marginale. Donc,
marginalement, on annonce nos vêtements comme durables. C'est très marginal parce que dans l'industrie du fast fashion, ce qu'on veut, c'est qu'on veut remplacer souvent et rapidement. Donc, ça demeure encore marginal. Donc, regardons la première cause, en fait, qui crée l'effet de la surconsommation. La première cause, c'est le rêve du tapis rouge. On voit souvent dans les revues Vogue, Elle, Marie-Claire, Grazia et tout ça, on voit souvent les tenues de soirée, ça occupe énormément de place, les parfums, les tenues de soirée, tout ça, ça vend du rêve. OK? Bien qu'elle ne domine pas le garde-robe de la plupart des gens. On s'entend. Les grands couturiers, des robes, par exemple, à 4-5 000 $, ce n'est pas ce qui domine notre placard, j'en suis convaincu. Peut-être que pour certains d'entre vous, mais pas pour la plupart. On dit ici que environ 40 % du contenu porte sur des tenues d'occasion spéciale. 40 % de toutes les 1000 publications qu'on a regardées, 40 % portent sur des tenues spéciales. Mais combien de fois on va porter ces tenues spéciales? On va l'acheter et on va le garder dans notre garde-robe, dans notre placard. Le magazine People, OK, Hello vont jusqu'à 55 % de tenues spéciales. Donc, on peut voir ici, ce qu'on vend, c'est du rêve. On se fait prendre. Donc, on s'attache à ce rêve. Parce que cette fascination pour les vêtements peu pratiques rend la durabilité difficile à atteindre, on s'entend là. On va à l'inverse de ce qu'on souhaite. On ne va pas vers la durabilité. Oui, ça va durer dans notre placard. Oui, exactement. Mais ça ne durera pas nécessairement. On va consommer toujours de plus en plus. Le deuxième point ici, les influenceurs Instagram. Et on nomme des noms ici. Là. Je vous prie là, des noms. On parle de Kim Kardashian, on parle d'Emily Ratajkowski, on parle de Kendall Jenner. C'est des influenceurs, des influenceuses qui sont les plus suivis. En fait, qu'est-ce qu'ils présentent? Eux, c'est une vie faite de vacances, de fêtes et d'accès à l'élite. Les nouveaux vêtements et tenues créatives deviennent des symboles de ce mode de vie. Non seulement on va afficher des vêtements qui sont particuliers d'occasion spéciale, mais en plus, on va les mettre dans des conditions où est-ce qu'on favorise le bonheur, on favorise la vraie vie, mais on sait que en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai ce qui se passe. Et on dit ici que l'imagerie sexualisée est aussi utilisée, confirmant que le sexe est un puissant moteur de consommation. Donc ici, on vient attacher quoi? On vient chercher quoi? On vient chercher quelque chose qui se situe carrément à l'intérieur. C'est, oui, l'industrie extérieure, mais qui vient toucher à quelque chose qu'on a à l'intérieur. À quelque chose qui nous guette et qui fait en sorte que, oui, si j'achète ces vêtements, je pourrais avoir des éloges, je pourrais avoir une meilleure réputation. Tous ces attachements qu'on a à ces choses qui fait en sorte que finalement, on est déçu. Si on est attaché à quelque chose, c'est parce qu'on a des attentes. Et c'est un de nos gros problèmes, c'est qu'on a des attentes tellement élevées que finalement, ils ne sont jamais rencontrés. Et là, on est déçu. Et là, on est stressé. Et là, on est anxieux. Parce qu'on s'attache à des choses qui sont du rêve, qui sont des choses qui sont seulement que des pensées qui sont présentes dans notre esprit. Et eux ont compris que s'ils viennent toucher à ça, ils viennent augmenter automatiquement les chances qu'on puisse nous-mêmes vouloir obtenir, en fait, ces vêtements, en fait, qui sont très peu pratiques, mais qui sont donc le fun à regarder. On parle aussi de promotion de l'équipe éditoriale, ce qui veut dire, par exemple, les médias vont encourager le must-buy. Tu dois acheter ça. Donc, on dit ici qu'il est rare de voir des éloges pour les articles déjà possédés. Avez-vous remarqué, dans la mode, on ne parle jamais du vêtement qui est dans ton placard, ce vieux chandail, comme on disait tantôt. On va parler, non, il faut que tu achètes le nouveau. Le nouveau, le new and best. Mais 3 mois après, le new and best, il y a déjà un new and best qui est déjà présent. Donc, aussitôt qu'on reçoit le vêtement, on est déjà démodé. Donc, en quelque part, ça n'a aucun sens. On le voit et ça crée des besoins qui sont en fait du rêve. Qui sont vraiment, qui nous créent ce stress et créent cette anxiété. On dit aussi que le lien direct vers les produits. On dit que les différents tabloïds comme le Sun, Daily Mirror, Daily Mail affichent de nombreux liens affiliés permettant d'acheter directement les produits.
Pour certaines, cela atteint 100% du contenu pour ces différentes publications, montrant l'ampleur de la commercialisation. Les publications numériques sont parfois plus nuancées. Man Repeller utilise beaucoup de liens. Raffinery 29, moins d'un cinquième, conservant ainsi une certaine objectivité. Ce qui veut dire ici que, en fait, le cinquième fait qui vient qu'on s'attache à ces vêtements et qu'on veut acheter, ben, c'est qu'on les retrouve dans les tabloïds partout. C'est ce qui fait que finalement, on est tourné et là, on a la sensation de nouveauté, la sensation de bien-être et là, finalement, on surconsomme. Mais la durabilité est vraiment une tendance marginale. Il y a certains articles, certains médias qui vont en faire, et j'espère que ça va se faire de plus en plus, qui expriment finalement, par exemple, il y a des produits qui sont revendus de seconde main que vous pouvez trouver maintenant sur Internet, que vous pouvez acheter comme sur Amazon, mais Amazon de vêtements recyclés. Ce qui vient, et ça, c'est par exemple comme de Pop, que ça s'appelle, de eBay qui est disponible, et Vinted. C'est vraiment des plateformes de seconde main qui vient contredire un peu le fast fashion, qui vient comme contrebalancer. Tu as la thèse et l'antithèse. Donc, j'imagine qu'on sera en mesure de voir de plus en plus de sites qui vont nous donner cette possibilité d'acheter des vêtements seconde main, qui va donner une chance finalement à la durabilité, donner une deuxième vie, et qui va finalement faire en sorte qu'on va moins consommer de nouveaux matériaux. Donc, encore là, il y a toujours une dualité qui s'installe entre le fast fashion et le slow fashion, on peut dire. Le slow fashion va encourager la durabilité, va encourager finalement qu'on peut tout aussi bien être heureux dans nos vêtements, toujours fonctionnels et confortables, qu'on peut l'être dans des nouveaux, même des vêtements qu'on n'a pas besoin, mais qui nous donnent donc la sensation de renouveau et de bien-être. D'ailleurs, on peut voir que la surconsommation, par les chiffres ici, que la consommation augmente vers le printemps. Lorsque le printemps arrive, on veut changer nos garde-robes, on veut changer de couleur, on veut changer ici. Et là, il faut faire très attention parce qu'on ne veut pas se faire prendre. Donc, on doit rester vigilant pour justement se poser les bonnes questions, dire, bon, est-ce que finalement, ces vêtements, ce changement, j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai vraiment... est-ce que ça va ajouter une fonctionnalité dans mon placard, dans ma garde-robe, dans mes vêtements que je ne retrouve pas actuellement? C'est toutes sortes de questions comme ça qu'on peut se poser qui vont nous amener à justement ralentir notre consommation. Parce qu'oubliez pas, on veut d'ici 2030 diminuer de 43%. Donc, il faut se donner immédiatement des façons de changer notre état d'esprit. C'est pourquoi on doit l'observer, notre état d'esprit. Qu'est-ce qui se produit lorsque je me retrouve devant cet achat? Comme moi, par exemple. L'exemple que je vous ai donné de ma chemise 100% laine recyclée que j'ai achetée. Mon intention était bonne. Est-ce que mon action de me la procurer était 100% dans le bon sens? Peut-être pas, parce que j'avais probablement des produits dans mon placard qui faisaient le travail autant, mais je voulais me donner cette amorce, on peut dire, de dire, maintenant, je dois faire attention et je vais tout au moins acheter quelque chose qui a été recyclé. Et c'est ce que j'ai voulu encourager. Mais oui, c'est venu toucher quelque chose, mon attachement à quelque chose. C'est venu toucher à mon attachement à vouloir faire quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut le faire sans attachement, vouloir changer quelque chose simplement sans se créer de tension, sans se créer de culpabilité? Probablement. Mais de mon côté, je ne peux pas dire que je suis 100% là encore, mais je pose des actions au moins. Et j'essaie d'observer mon état d'esprit. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là quand j'achète quelque chose de nouveau? Est-ce que je l'ai acheté pour les bonnes raisons? Est-ce que je vais le porter, ce vêtement? D'abord, est-ce qu'il va me durer, ce vêtement? Est-ce que je suis en mesure de l'entretenir convenablement? Parce qu'ici, on parle de laine. Donc, ça sera un lavage qui sera à la main. Ça sera un séchage à plat pour empêcher que la laine feutre. Et je sais très bien que je vais être en mesure de le faire. Donc, je dois changer mon questionnement, je dois changer mon approche. Si on veut avoir une révolution textile, cette révolution textile commence dans notre placard, commence dans notre panier à linge.
et commence surtout avec nos habitudes. Quelles sont nos habitudes de consommation, d'entretien de nos vêtements? Et tout ça commence à l'intérieur, commence dans notre façon, dans notre intention de traiter les choses, d'aborder les choses. Nous devons changer notre perception. Si nous changeons notre perception des choses, le monde qu'on perçoit va changer. Et le monde va devenir meilleur en changeant nous-mêmes, d'abord et avant tout. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Prenons une trentaine de secondes en silence pour mieux observer quelle décision, quelle détermination, qu'est-ce que ça a généré à l'intérieur pour te permettre d'amorcer ce que tu as besoin de transformer. Et si je veux être complètement honnête, le problème n'a jamais été uniquement l'industrie. Il y a des enjeux systémiques, des dérives, des changements nécessaires à faire, c'est certain. Mais je ne peux pas exiger de l'extérieur une transformation que je refuse d'amorcer de l'intérieur, moi-même. La surconsommation n'est pas une fatalité, c'est pas une faiblesse, c'est pas une preuve d'hypocrisie, c'est simplement un signal. Un signal que quelque chose en moi cherche à être vu, à être reconnu, à être apaisé. Et tant que je traite le symptôme, je récrée le cycle. Je dois traiter la cause et pas le symptôme, pas la surconsommation. Je dois traiter la cause, cet attachement que j'ai à mes vêtements. Je peux réduire, je peux trier, je peux organiser. Alors, si je n'explore pas l'intention derrière mes gestes, je vais simplement déplacer le problème ailleurs. La paix ne vient pas de la restriction, elle vient de la lucidité. Elle vient de la concentration. Elle vient du fait que je n'oublie pas, à chaque fois que je m'apprête à acheter un vêtement, à chaque fois que j'apprête à entretenir un vêtement, je n'oublie pas que j'ai un impact direct sur l'environnement. J'ai un impact direct sur les gaz à effet de serre. Lorsque j'utilise moins d'électricité, lorsque j'utilise moins d'eau, lorsque je réutilise un vêtement, lorsque je répare un vêtement, j'ai un impact aussi petit soit-il, mais on n'a qu'à penser que si tout le monde le fait, on aura un impact majeur. Et le jour où je décide que ma valeur n'a pas besoin d'être renouvelée chaque saison, quelque chose change. Je consomme en conscience. Et ça, ce n'est pas un changement politique, c'est un changement identitaire. Et c'est là que tout commence.